C'est reparti pour un nouveau CQFR. Je suis rejoint comme tous les matins par Shai. Shai, on va commencer par du basket féminin avec alors une information qui n'a pas encore été confirmée, officialisée du côté de la Fédération française de basket, mais il semble que Jean-Aimé Toupane, donc le sélectionneur de l'équipe féminine, soit parti pour être reconduit au moins potentiellement jusqu'aux Jeux Olympiques de 2028. Voilà, c'est donc ouais, ça ferait 4 ans, d'une prolongation de 4 ans. On sait que la fédé récemment, s'est penchée sur le cas des sélectionneurs. Vincent Collet, n'a pas été conservé, enfin pas conservé, pas reconduit, hein. On savait que c'était, plutôt dans l'air, cette décision-là. Mais pour Jean-Aimé Toupane, c'était un peu différent parce qu'il y a pas le même historique, que Vincent Collet. Il y a eu un début de mandat qui a été, on va dire, alors je vais pas dire poussif parce qu'au final, sur le bilan comptable, il y a eu une médaille de bronze immédiatement lors de l'Eurobasket, mais il y a eu des incompréhensions, des semi-polémiques sur des choix de joueuses. Je veux dire, il était là au moment où il y a eu l'affaire avec Marine Johannes, il y a eu la décision de ne pas prendre Sandrine Gruda. Enfin, on sait que ça n'a pas été tout de suite parfait au niveau de l'entente, de l'osmose entre Jean-Aimé Toupane et le groupe, ou certains membres du groupe, mais c'était qu'en 2 compétitions, il a fait médaille de bronze à l'Euro, comme je l'ai dit, et finale des JO, où on a nettement plus vu sa patte et le style de basket qu'il voulait pratiquer. On en pense ce qu'on en veut, mais défensivement, les Bleus ont été assez incroyables pendant les JO, et elles ont même failli battre les Américaines. Donc, tout ça pour dire qu'il y a une forme de logique à ce qu'il soit prolongé, et d'après les informations de Bibasket, il sera donc prolongé, comme tu l'as dit, pour 4 ans jusqu'au JO 2028. Personnellement, j'étais alors surpris, c'est pas le terme, parce qu'on sait qu'ils aiment les prolongations sur le long terme, hein, à la Fédé. Mais entre-temps, il y a un changement de président. Normalement, il y a des nouvelles élections. Et ça peut aussi donner une orientation, une politique différente au niveau du coaching staff des différentes sélections. Donc, je ne m'attendais pas forcément à une prolongation jusqu'en 2028. Mais il semble que ce soit le cas, et que donc Jean-Aimé Toupane sera sur le banc sur du coup les 4 prochains tournois, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il y a l'Eurobasket 2025, la saison prochaine, une Coupe du Monde l'année suivante en 2026, un nouvel Eurobasket en 2027, et donc les JO 2028. Voilà. Ok, bon bah oui, information intéressante. C'est vrai qu'on attendait de voir un petit peu ce que ça allait donner pour l'équipe de France féminine. Tu l'as souligné, 2 médailles pour Jean-Aimé Toupane sur ses 2 premières compétitions. Je rappelle que c'était la première fois pour lui qu'il encadrait une équipe senior féminine. C'était avec l'équipe de France. Euh, T'as raison aussi sur la manière dont l'équipe de France a défendu, notamment au tournoi olympique. Après, je t'avoue qu'il y a quand même des choses sur lesquelles je suis un peu resté dans l'incompréhension, parfois dans les choix. Euh, le championnat d'Europe, médaille de bronze, bah, voilà, c'est à verser à son crédit aussi. Personnellement, je t'avoue que j'ai trouvé que c'était peut-être l'Eurobasket le plus faible que j'ai vu, Ouais. peut-être même, enfin, je vais pas j'allais dire de ma vie, mais c'est sans doute trop. Mais vraiment, j'avais trouvé que le niveau global de la compétition était particulièrement faible sur cet Eurobasket. Et sur les Jeux Olympiques, je t'avoue qu'aujourd'hui encore, il y a des choix parfois que je n'ai pas compris, que je continue de ne pas vraiment comprendre. On a beaucoup parlé entre nous, Shai, notamment l'utilisation d'Iliana Rupert qui joue pas du tout ou quasiment pas sur tout le premier tour, Ouais. sans que tu comprennes pourquoi trop, et puis après qui est décisive dès qu'elle est sur le terrain et qui performe. Donc là, c'est aussi, à nouveau, on peut le verser à son crédit, le fait qu'il ait su se servir d'elle quand il le fallait pour les matchs, notamment en deuxième semaine, pour aller jusqu'à cette finale où, encore une fois, hein, cette finale perdue a fait vraiment mal parce que l'équipe de France est passée à rien du tout de réaliser peut-être le plus gros exploit Ah ouais. de l'histoire du basket français tout court, en fait, je pense. Hein, si euh, on est, Vraiment, ce match, plus tu y repenses, plus tu vois des petites choses qui auraient pu tourner en faveur de l'équipe de France, que ce soit notamment pas mal de coups de sifflet ou de non-coups de sifflet, quand même, il faut bien le reconnaître. Donc, performance incroyable de cette équipe de France qui passe tout près d'éliminer Team USA. Euh, donc je suis pas surpris au bout du compte que Jean-Aimé Toupane soit reconduit au vu des résultats. Par contre, j'avoue que je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner pour la suite dans les choix de sélection, dans les choix de rotation, etc. Parce qu'il y a toujours des choses que j'ai pas totalement comprises. Ouais, et puis il va avoir des vrais challenges qui vont se présenter à lui, parce que, alors je lui souhaite pas, mais on semble quand même se diriger vers un Euro où il va manquer des joueuses. Parce
que là, toutes les joueuses seront pas prêtes à faire le même sacrifice. Là, bon, pour des Jeux Olympiques à Rappelle-le peut-être. domicile. Ouais, rappelle-le peut-être, parce que c'est quand Voilà, même complètement dingue. voilà, c'est ça. C'est-à-dire que on est toujours sur un règlement interne à l'équipe de France euh, qui interdit aux joueuses de participer à la saison de WNBA si elles veulent participer aux compétitions internationales avec l'équipe de France. Pour l'instant, ça n'a pas changé. On n'a pas eu de nouvelles à ce sujet, mais ça devrait être à nouveau le cas. Et là, donc là, des joueuses comme Marine Johannes et Gabby Williams, évidemment pour des JO à Paris, ont fait ce sacrifice. Il y a d'autres joueuses qui peuvent d'ailleurs aller en WNBA, hein, c'était pas les seules. Et c'est pas certain qu'elles fassent le même sacrifice sur les prochaines saisons, sur les prochaines échéances. Marine Johannes l'a clairement dit. Elle a dit qu'elle avait envie de retourner en WNBA. Forcément, en plus, là-bas, elle est très attendue. Gabby Williams, la première occasion où elle a pu y revenir, elle y est retournée là, à Seattle en ce moment. C'est possible que sur les prochaines échéances, il manque un paquet de monde. Et là, ça va être autre chose. Et ce qui m'inquiète, et je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, parce qu'à nouveau, il faut lui donner du crédit, parce que j'étais pas sûr qu'il réussirait à trouver les ressorts, même sur le coaching psychologique et tout, pour que les Bleus aillent aussi loin. Et au final, il a vraiment apporté quelque chose et ça allait beaucoup mieux que sur la première campagne. Ça, il n'y a rien à dire. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que je trouve quand même qu'on s'en est beaucoup remis au talent de Gabby Williams, par exemple. Je pense que si elle n'est pas là, je ne suis pas sûr que même avec une belle identité défensive comme ça suffise pour passer des tours comme elles en ont passé. Donc il risque d'y avoir des challenges, c'est-à-dire est-ce que sans les très fortes individualités ou sans les meilleures individualités, il peut y avoir un style de jeu, une façon de faire qui permettent d'être compétitif dans les compétitions internationales. Ça, on sait que d'autres nations ont ça. Je prends la Serbie par exemple, l'Espagne toujours, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on sait que même s'il manque des joueuses, s'il y a des périodes de transition, on sait qu'il y a une académie de jeu, une façon de faire qui fait que ça va aller. Elles seront toujours honorables dans les compétitions. Pour les Bleus, ça va être une vraie réponse. Ça va être un questionnement auquel Jean-Aimé Toupane va devoir répondre. Et bon, c'est un challenge intéressant pour lui aussi. Je suis curieux. Je suis curieux de voir si sans certaines joueuses majeures, comme j'imagine que ça va se produire, sauf s'il y a un grand moratorium pour changer la façon de faire et pour autoriser les joueuses à aller en WNBA, peut-être changer certains calendriers, comme d'autres nations l'ont fait à nouveau, pour qu'on ne se retrouve pas avec des situations comme celle de l'Eurobasket avec Marine Johannes qui a voulu s'absenter pour signer un contrat et qui n'a pas pu venir. Et il serait produit la même chose avec Gabby Williams si elle n'avait pas été blessée d'ailleurs, on ne le dit pas, mais il y aurait eu d'autres prises de bec à mon avis. Donc voilà, je suis curieux de voir ce qui va se passer. Les résultats récents ont parlé pour lui, donc c'est pas normal qu'il soit reconduit. Son staff par contre devrait changer, donc ça peut être aussi une piste de progression avec peut-être des gens qui vont apporter des choses là où il avait peut-être moins de compétences. C'est un peu dur, mais c'est un coach, clairement, on a vu que l'identité de son jeu préféré, c'était la défense. Et on aimerait voir plus de choses offensives avec cette équipe de France, avec les joueuses qu'il y a quand même sur le papier. Et peut-être que ça va aussi dépendre de qui vient renforcer l'équipe au niveau du staff. Voilà. Je suis curieux de voir ça. Moi, c'est juste toujours la durée de contrat. Tu sais, à chaque fois, on rigole entre nous des durées de contrat en NBA. Là, 4 ans, c'est un beau vœu, c'est un bel aveu de confiance de la part de la Fédé, mais ça s'accompagne aussi, à mon avis, d'une pression assez importante. Ouais, après pour les sélections, je trouve ça assez logique que ça soit des contrats quand même qui soient pas du one shot à chaque fois parce qu'il faut être dans la construction et puis les implications contractuelles sont pas les mêmes que sur un contrat de professionnel. Par contre, ouais, je voudrais revenir sur ce que tu disais là sur l'impossibilité pour les joueuses de jouer en WNBA. Ça honnêtement, ça peut pas rester. Il faut que ça change. C'est pas acceptable qu'on demande aux joueuses de faire un choix alors qu'en plus la WNBA est en plein boom. Il y a jamais eu autant de buzz, autant de hype autour de ce championnat. C'est un championnat qui ne peut que continuer à prendre de l'ampleur. On ne peut pas demander aux joueuses de faire le choix entre leur carrière professionnelle et le maillot. Je trouve vraiment que c'est un choix qui leur est demandé qui est injuste, sachant qu'effectivement, il suffit de regarder... Team USA, bien sûr, les filles de Team USA, elles sont en WNBA et ensuite elles viennent jouer les compétitions. Van Loo, la meneuse de la Belgique, elle était en WNBA, elle est venue pour faire les Jeux Olympiques. Il y a la possibilité de faire en sorte que ça soit compatible. Il faut bouger les calendriers s'il le faut, puisqu'on en a là pour le coup, ça ne dépend que de la France de changer les dates du calendrier du championnat de France. Il faut des adaptations de manière à ce que ces joueuses puissent jouer leur carrière professionnelle comme elles l'entendent et qu'elles puissent ensuite jouer pour l'équipe de France. Tu parlais de Marine Johannes, c'est un non-sens total que cette joueuse n'ait pas pu venir au championnat d'Europe. C'est une joueuse qui vient depuis qu'elle est à chaque fois qu'elle a été appelée en jeune, en senior, elle est venue, qui veut jouer pour l'équipe de France, et à un moment, on la met dans une situation qui est
inacceptable, sachant quand même, faut le souligner, que du côté des garçons, des tas, on n'a même pas assez de doigts pour compter le nombre de fois où il a fallu attendre que le problème des assurances soit réglé et que des joueurs manquaient le début de la préparation ou que simplement on adaptait leur préparation parce qu'ils avaient une longue saison NBA. Je me rappelle même pour les Jeux Olympiques 2016, par exemple, Tony Parker est arrivé tard dans la préparation parce qu'il avait une longue saison avec les Spurs. Il n'y a pas de raison qu'on n'en fasse pas de même avec les filles. Non, c'est ça. Alors, ce qui va peut-être changer, c'est que il y avait le problème du calendrier français et on avait quand même pas mal de joueuses qui jouaient dans le championnat de France, notamment Lasvel et tout ça. Bah, il y a quand même pas mal de joueuses du groupe des JO qui sont parties, qui vont quitter le championnat de France, notamment Marine Johannes qui part à Mersin. Il y a Marine Fautou aussi. Yana Rupert était déjà partie de Bourges, elle jouait déjà en Europe, mais elle va elle aussi en Turquie. Je suis d'accord avec toi, je suis juste un peu plus sceptique sur le fait qu'il y aura du changement. Enfin, il devrait y avoir du changement, mais la posture de la Fédé et l'espèce d'opposition très très ferme à la WNBA, je peux comprendre, hein, chacun défend ses intérêts. La Fédé doit faire passer l'équipe nationale avant tout, et ça, on sait, il n'y a pas de problème, mais on n'a pas vu beaucoup de la possibilité qu'il y ait une ouverture. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas eu on n'a pas eu l'impression qu'il y a eu une énorme discussion où chacun a reconnu ses torts et tout. Bon, voilà, je me trompe peut-être et j'espère me tromper parce que ce serait quand même fou de voir si on doit attendre les JO à chaque fois avant d'avoir la meilleure équipe ou une Coupe du À Monde, c'est domicile. quand même triste, quoi. Ouais, à domicile, il fallait vraiment un contexte particulier, hein, c'est ça. Donc voilà, j'espère, et puis même j'espère pour Jean-Aimé Toupane aussi. Alors, il est impliqué dans les décisions quand même, il faut le dire. C'est-à-dire qu'il était avec Céline Dumerc lors des réunions où ils ont dit que non, c'était pas possible de cumuler WNBA et donc il était là aussi. Mais j'espère pour lui qu'il pourra compter sur son meilleur effectif à chaque fois et pas devoir composer avec les seules joueuses qui sont disponibles ici et là. Ça facilitera quand même sa tâche dans les années à venir, mais on verra a priori. Donc c'est pas officiel, mais il va bien signer pour 4 ans supplémentaires avec les Bleus. Voilà, écoute, je te propose qu'on reste sur le basket féminin, qu'on parle un Mhm. petit peu de WNBA, parce qu'hier, il s'est passé quelque chose de... Alors, historique, c'est peut-être un petit peu... Le mot est trop fort, mais en tout cas, qu'on n'avait pas vu depuis plus d'une décennie, et ça concerne Caitlin Clark et le Indiana Fever. C'est ça. Donc le Fever et Caitlin Clark n'ont pas joué, hein, hier. Il y avait 4 matchs, mais pas de match d'Indiana. Mais les résultats ont fait que le Fever est officiellement qualifié pour les playoffs. Et alors, pour vous qui suivez peut-être depuis très peu de temps derrière vos écrans ou qui avez commencé à suivre avec Caitlin Clark, ça vous paraît sans doute très très logique que la meilleure jeune joueuse de la ligue qualifie son équipe pour les playoffs, vu le niveau qu'elle a démontré, surtout sur la deuxième partie de saison. Sauf que le Fever, c'est quand même depuis quelques années une franchise pas mal marqué par le saut de la loose, honnêtement, parce que même il y a des années où il y a eu du tanking, clairement, parce que la franchise visait un très haut pic à la draft. Mais il y a des années où elles ont juste pas réussi à se qualifier, à faire partie des huit équipes qualifiées pour les playoffs. Et ça fait depuis 2016 que le Fever n'est plus en playoff, et c'est assez rare en WNBA. C'est-à-dire que c'était la plus longue série à ex aequo, je crois, dans l'histoire de saisons consécutives sans playoff. Parce que la rotation, les cycles, ils changent assez, voilà, même si tu rates 2, 3 saisons, tu sais qu'au bout d'un moment, tu vas revenir parce qu'il y a 8 places quand même sur 12. Donc, le Fever, malgré ça, depuis 2016, en fait, depuis la retraite de Tamika Catchings, pareil, les gens connaissent peut-être pas bien Tamika Catchings, mais La légende. voilà, c'est une légende. C'est la joueuse avec laquelle le Fever a gagné son seul titre en 2012 et pas avec une super team, avec une équipe très correcte, mais qu'elle a littéralement porté sur ses épaules. Ça pourrait être un peu une Dirk Nowitzki, si tu veux, tu vois, qui a gagné avec les Mavs enfin un titre au bout du compte. Et c'est une aspirante au titre de GOAT, assez clairement, en tout cas de mon point de vue. Et donc, depuis la retraite de Tamika Catchings, le Fever s'était même pas qualifié tout court pour les playoffs. Donc là, c'est un retour en post-saison qui est. Ça coïncide avec l'arrivée de Caitlin Clark en WNBA. Elle est évidemment très importante sur cette saison, sur ce retour en playoff. Elle n'est pas toute seule. Le groupe autour a été très compétent et le travail qui a été fait ces dernières années a plutôt payé. Le travail, justement, petite parenthèse, mais Tamika Catchings, dont je parlais, a été dirigeante du Fever. Elle a fait des choix voilà, qui ont confirmé que tu pouvais être une légende en tant que joueuse ou joueur et être moins compétente, on va dire. C'est un euphémisme au niveau du front office. Et depuis qu'elle est partie, ça va aussi mieux. Ça travaille un peu différemment. Et Indiana va retrouver le devant de la scène, ne serait-ce que pour un premier tour. Et ça c'est super parce que les gens ont envie de voir Caitlin Clark en playoff et ils vont avoir l'occasion de le faire cette année.
Ouais, c'est vraiment intéressant. Alors, tout au long de la saison, on a pas mal parlé quand même forcément de Caitlin Clark. Au début, essentiellement sur les performances individuelles, et puis à mesure que la saison avance, de plus en plus sur son impact sur les résultats collectifs de son équipe. On a beaucoup parlé de sa doublette avec Alia Boston, qui était Ouais, numéro 1 de la draft de l'an dernier, si je me trompe pas. c'est ça. Effectivement, ça aussi, on a pu voir que c'est donc Alia Boston qui est un intérieur, la relation extérieur-intérieur qui fonctionne vraiment de mieux en mieux. Mais finalement, il y a un autre duo au sein de cette équipe qui devient de plus en plus intéressant, c'est le backcourt que forme Caitlin Clark avec Kelsey Mitchell. Et je voyais passer ça, je te le disais, Shai, même certains commençaient à s'interroger, se demander si c'était pas potentiellement en train de devenir le meilleur, ou du moins l'un des tout meilleurs backcourts de la ligue. Interrogation assez légitime. Ça a été une surprise pour moi que ça fonctionne aussi bien, à vrai dire, parce que Kelsey Mitchell, c'est une joueuse qui a toujours. Donc, elle est dans la ligue depuis 2018, hein, elle a toujours joué à Indiana. C'est un deuxième pick de draft en 2018, donc gros talent sorti d'Ohio State. On savait que c'était une super joueuse, mais elle a joué dans des collectifs hyper dysfonctionnels où elle était souvent toute seule pour scorer. Et du coup, elle a donné l'image d'une joueuse, d'une soliste très talentueuse offensivement, mais pas le genre de joueuse qui te fait gagner. Tu vois. Et c'est vrai que là, ça fait depuis même 2 ans, depuis avant l'arrivée de Caitlin Clark, que Kelsey Mitchell a haussé son adresse, la qualité de sa sélection de tir, des choses sur lesquelles moi j'étais plutôt sceptique à son sujet. Et là, cette année, elle a clairement passé un cap parce que tu pouvais te dire que maintenant, avec la manière dont tu construit cette équipe, avec Alia Boston aussi, qui a quand même besoin du ballon aussi, qui a besoin qui marque ses points. Kelsey Mitchell fait sa saison la plus prolifique au niveau du scoring. Elle a 19 points de moyenne. Et cette joueuse qui a été parfois maladroite, qui prenait beaucoup de tirs un peu erratiques, elle est à 46% d'adresse globale. Elle est quasiment à 40% à 3 points. Ça fait 2-3 saisons qu'elle a vraiment atteint ce niveau-là. Et ça se confirme maintenant dans une équipe qui va jouer les playoffs. Donc c'est super. Et pour répondre à la question sur le backcourt, euh, c'est pas le meilleur backcourt de la WNBA, je pense. C'est pas encore le meilleur backcourt, ne serait-ce que sur l'aspect défensif. Hein. C'est des joueuses qui sont d'abord des très très fortes attaquantes dans des registres différents. Mais la question se pose sur le plus performant, ouais, parce qu'en tout cas, elles vont dans cette direction-là parce que il n'y en a plus tant que ça qui sont aussi compatibles et productives en WNBA. Même les Aces de cette année, sur le papier, Chelsea Gray, Kelsey Plum, c'est plus fort. Le Storm Seattle, Skylar Diggins-Smith avec Jewel Lloyd, c'est plus fort normalement. C'est un CV plus ronflant, mais ça marche étonnamment bien presque entre Caitlin Clark et Kelsey Mitchell, que moi j'envisageais plus comme Mitchell. Je me disais ça peut être la variable d'ajustement pour passer le cap d'une équipe qui est un outsider sur les saisons prochaines, c'est-à-dire peut-être en faire un atout pour un trade ou quelque chose comme ça. Et au final, elle a plus que répondu aux interrogations sur son niveau de jeu dans une équipe compétitive. Et là, tu as raison de le souligner, elle fait vraiment une superbe saison. Bon, bah, c'est quand même vraiment intéressant pour le Fever, parce que tu Ouais. dis si tu as un backcourt, un top backcourt et une intérieure dominante, c'est que tu as quand même la structure ou les bases pour ensuite pouvoir construire une équipe intéressante pour l'avenir. Ça va être intéressant de voir aussi les performances de cette équipe en playoff. Les premiers playoffs pour l'équipe depuis longtemps, et les premiers playoffs WNBA pour Caitlin Clark, qui est une autre joueuse qui est habituée à la pression et qui commence à monter en puissance. Une joueuse forcément qu'on a tous dans le cœur, c'est Gabby Williams. Tu parlais du Storm il y a quelques minutes. On en avait parlé un petit peu la semaine dernière avec Antoine, qui avait fait des bons passages dans cette équipe de Seattle, dans laquelle elle a trouvé tout de suite sa place, elle a tout de suite eu des minutes, tout de suite été responsabilisée. Il manquait encore un petit peu de réussite, ou du moins on la voyait pas aussi performante en attaque, du moins au scoring, que ce qu'on a pu voir avec l'équipe de France, notamment cet été. Hier, elle a sorti un match magnifique contre le Sun. Exactement, sur un gros match, parce que le Sun, c'est une équipe top 3 très très difficile à jouer, qui plus est sur son terrain, donc c'était dur. Et le Storm peut encore espérer finir quatrième de cette saison régulière. Elles sont à un match derrière Las Vegas, et donc elles l'ont emporté contre le Sun 71 à 64, avec un très très beau match de Gabi, tu l'as dit, qui était encore dans le 5, qui a moins joué que d'habitude, elle a joué que 22 minutes. Mais par contre, là, l'adresse offensive était de retour. Elle a shooté à 5 sur 8 en marquant 11 points. Elle a pris 6 rebonds, elle a donné 5 passes et elle a eu son activité, l'activité qu'on lui connaît. Et pareil, il y a 2-3 actions qu'on fait le tour un peu sur Twitter parce que elle a fait un gros drive à un moment en enrhumant totalement Dijonay Carrington, qui est une des meilleures joueuses défensives de l'équipe du Sun. Voilà, Gabi monte en régime et c'est super intéressant pour elle à l'approche des playoffs. Parce qu'au final, elle n'a pas tant joué de rencontres de playoffs que ça.
par le passé, ou en tout cas eu un rôle important dans les campagnes de playoffs. Donc c'est super pour elle, et je suis très content. Là, elle est dans le 5, elle a du temps de jeu. C'est exactement ce qu'elle voulait en revenant en WNBA. On avait dit que le Storm était peut-être pas forcément le meilleur fit pour elle sur le papier, mais tout de suite elle joue, elle a beaucoup de temps de jeu, et c'est super. Je me demandais si elle allait pas retourner sur le banc avec le retour de blessure ou de maladie de Jordan Horston, qui est une jeune joueuse très très prometteuse aussi, avec laquelle elle a une relation super intéressante, un peu de mentor et d'élève. Elles en ont parlé pas mal. Mais Gabi est toujours dans le 5, et elle va avoir un rôle important au moment des playoffs. Là, on est dans le sprint final, et elle aura un rôle important, c'est sûr. Ouais, avec sa polyvalence, tu parlais tout à l'heure du backcourt de très haut niveau de cette équipe de Seattle. C'est vrai qu'elle donne voilà, elle apporte voilà, toute sa polyvalence. Ça donne vraiment une option supplémentaire au staff de Seattle. Je t'avoue que ça me fait toujours kiffer aussi de voir Seattle, ne serait-ce qu'à cause des maillots. Ça te fait, pour la Bah oui. WNBA, ça fait penser à Soubert et compagnie, mais ça fait tellement penser aux Sonics aussi que tu dis, bref, il y a C'est une une ville, ou deux fois. c'est une ville de basket, enfin c'est une ville de Bah oui. sport, une ville de basket, et puis là ils ont une salle magnifique. C'est une salle assez neuve dans laquelle joue aussi l'équipe de hockey, là, le Kraken, mais c'est toujours plein. Enfin, le taux de remplissage des matchs du Storm, vu que c'est leur seule équipe de basket, il y a toujours une grosse atmosphère, et voilà, ça respire le basket, et on a hâte que les Sonics reviennent en NBA aussi, c'est sûr. Absolument, absolument. Autant je suis pas forcément pour une extension une expansion de la ligue, autant il y a un ou deux marchés qui servent à rien, qui feraient bien d'être rapatriés du côté de Seattle. Allez, pour finir, on va juste finir là-dessus. Un énième joueur a décidé que c'était le bon moment de mettre un taquet à Rudy Gobert sans qu'on comprenne pourquoi ni comment. Là, ce qui est un peu fou, en fait, c'est que c'est un rookie en plus, enfin un joueur qui était rookie l'an dernier, qui était excellent, un joueur que j'adore par ailleurs, Ouais. mais tu te dis un petit peu, les gars, ben, posez-vous, attendez de faire aussi bien ou mieux que Rudy Gobert avant de l'ouvrir. Est-ce que tu peux nous dire de quel joueur de quel joueur pardon il s'agit, et de nous donner un petit peu le contexte de tout ça? Ouais, on va remettre en contexte, évidemment, parce que c'est pas, bon, il y a pas, ça peut ressembler à de l'acharnement, et bon, moi j'estime que c'en est un peu, mais on va nous dire après qu'on est le comité de défense de Rudy Gobert et qu'il n'a pas besoin de nous pour ça, mais voilà. C'est Derek Lively, le pivot des Mavs, dont on a vanté les qualités et la superbe première saison. Vraiment, il a été magnifique de maturité sur le terrain et même en dehors. Donc là, alors pour remettre le contexte, il était invité au Nike Elite Youth Basketball. C'est un camp où il y a des jeunes qui viennent et qui après ont le droit de poser des questions lors d'un panel aux joueurs présents. Et là, il était avec Théo Pinson, tu sais, donc qui est en J-League maintenant, mais qui a un peu bourlingué dans des rosters NBA, et qui est devenu autant joueur de basket que podcasteur maintenant. Et donc, ils étaient ensemble sur la scène, et il y a un des jeunes du camp qui a posé comme question: est-ce que c'est vrai, en gros, que ce sont les joueurs les mieux payés qui se retrouvent sur le terrain? En gros, est-ce que les gros salaires sont obligés de jouer? Est-ce qu'il n'y a pas quelques décisions politiques par-ci par-là? C'est ce que ça impliquait comme question. Euh, Derek Lively commence à répondre: regarde qui se retrouve sur les posters, regarde qui se retrouve dans les publicités. Ces joueurs-là vont forcément être sur le terrain. Bon, jusque-là, pas de problème. Et Théo Pinson qui relance en pointant Derek Lively du doigt, en disant: il, sous-entendu les Mavs, Lively et les Mavs, ont affronté les Wolves en finale de conférence l'année dernière. Il n'y avait aucune raison pour que Rudy Gobert se trouve sur le terrain dans ces matchs, en gros. Là, tu dis, bon, peut-être que Derek Lively va se dire: oula, on va calmer le jeu, je vais préciser. Lively, il a juste dit zero. Oh, il n'avait aucune raison d'être sur le terrain à ce moment-là. Sous-entendu, il n'avait pas les compétences et la capacité à être sur le terrain lors d'une finale de conférence. Et derrière, Pinson dit: mais voilà, tu payes ce joueur 40 millions de dollars, donc il a tout intérêt à se bouger et à trouver des solutions pour être utile sur le terrain. Là aussi, tu te dis peut-être que Lively va nuancer. Il a dit: il n'y est pas arrivé du tout, il n'y est pas arrivé. Donc bon, c'est un extrait, évidemment, c'est pas, comment dire, c'est pas de l'acharnement sur toute une séquence juste sur Gobert, sur ses compétences de joueur ou quoi, mais c'est juste que ça montre, je sais pas, il y a une forme de déconnexion. C'est-à-dire que tu peux préciser, si tu argumentes, c'est-à-dire que tu peux dire par exemple, et vous nous le dites très fréquemment dans les commentaires YouTube, euh, oui, les derniers JO de Rudy, on a vu qu'il y avait, alors, que ce soit à cause de sa blessure, que ce soit à cause du style de jeu de Vincent Collet et des Bleus, il a peu joué, et les Bleus s'en sont portés plutôt très bien. Ils ont réussi à faire sans Rudy. On sait que parfois, il n'est pas toujours adapté aux situations, mais de là à dire, à sous-entendre
qu'en gros, il n'avait pas sa place sur une finale de conférence, alors qu'il sort d'une saison où il a été élu défenseur de l'année et où il a quand même contribué fortement à ce que les Mavs aillent en finale les Wolves pardon, aillent en finale de conférence. Je trouve que c'est un peu, voilà, ça fait un peu de l'acharnement parce que ça ressemble encore à une cible facile parce que bon, bah, c'est le mec que de toute façon personne n'aime en NBA, donc on va le cibler lui, tu vois. Donc voilà, on va encore se faire peut-être les défenseurs de Rudy Gobert. Quand il faut critiquer ou dire qu'il y a des choses négatives, on le dit, il n'y a pas de souci. Et là, ça fait encore un peu gratuit 2 jours après que Dwight Howard ait dit que ces 4 titres de DPOY étaient abusés et que c'était pas normal. Et tout. Voilà, parfois, je me dis, c'est pour ça que je me mets à la place de Rudy quand il doit aller sur les réseaux et qu'il voit que toutes les semaines ou tous les 15 jours, il y a un nouveau mec qui dit que c'est un escroc, quoi, en fait. Tu vois, ça doit pas être simple quand même. Ouais, c'est vraiment fatigant. Alors, on va pas revenir sur tout dans le détail. On l'a fait à plusieurs reprises. En fait, ce que je trouve dingue, c'est de ne pas être en mesure de comprendre que effectivement, certaines situations de match, certaines situations de série, en fonction de tes joueurs, peuvent être, comment dire, peuvent te rendre, peuvent faire en sorte que tu sois pas adapté à telle situation sans que ça remette en cause ta valeur intrinsèque en fait. Parce que là, le gars est en train de dire que c'est une honte que Rudy Gobert était sur le terrain pendant une finale de conférence, alors que sans Rudy Gobert, l'équipe aurait jamais été en finale de conférence. Sauf que tu arrives en finale de conférence, tu as un match-up qui est défavorable, où tu penses que justement, ou potentiellement, ça va pas être... et je parle même pas de tous les matchs, en fait, je parle à certains moments de certains matchs, où effectivement, c'est peut-être pas le meilleur match-up pour Rudy Gobert, mais je vois, ça enlève pas toute la valeur du joueur en fait. C'est un petit peu comme et tu vois, je m'étais complètement planté, mais je le redis par exemple. Je pensais que les Suns étaient le pire match-up possible pour les Wolves au premier tour pour ces raisons-là, parce que les Suns, je pense, j'étais pas sûr que la défense des Wolves se retranscrirait en playoff. Je pensais qu'avec le small ball des Suns, ça justement, ça leur posait tout un tas de problèmes de match-up. Au bout du compte, c'était complètement l'inverse. C'est les Suns qui n'étaient pas armés à pouvoir jouer contre cette équipe des Wolves. Donc c'est ça qui est fou, c'est-à-dire que au bout du compte, tu dis quoi? Tu dis il aurait pas pu... C'est une honte qu'il soit en finale de conférence sur le terrain et en même temps, tu oublies que c'est en partie grâce à lui. Je dis pas que c'est le seul joueur en fait, mais il fait partie de l'ossature de cette équipe qui a permis aux Wolves de faire une très belle saison régulière et de sortir les Suns au premier tour, de passer le deuxième tour et de sortir les champions en titre et d'arriver en finale de conférence. C'est ça qui est fou en fait. Et effectivement, je trouve qu'il y a quand même une forme d'acharnement malgré tout. Alors je comprends. Autant je le trouve, je suis le premier à reconnaître que parfois Rudy peut être maladroit dans sa communication. Autant tu dis, attends, t'as vu le nombre quand même de mecs qui sont passés dans cette ligue qui étaient là à dire des tout et des n'importe quoi et à pas être bon en communication. Il n'y a pas eu le même acharnement. Donc bon, je comprends pas trop. Après, effectivement, je pense que Rudy, il a appris à mettre ça de côté. À ce que ça lui... Il en avait parlé même, hein, assez ouvertement du fait qu'il a trouvé les solutions pour que ça l'empêche pas de mener sa vie et sa carrière comme il l'entend et de continuer à être performant. Mais je pense quand même que je serais pas étonné qu'il a un petit carnet quand même dans lequel il note, ok, donc Dallas, 2 novembre, 4 décembre, 6 avril, avec une petite liste et une petite hit list parce que ça devient absurde quand même. Ah ouais, c'est ça, c'est un peu fatigant et bon, je sais, voilà, dans les commentaires, on me dira: «Oui, vous le défendez pour rien, il est surcoté, sur machin». Bon voilà, on sait, il y a pas de problème. Bon, moi, je respecte l'avis des gens qui pensent que, peut-être que voilà, son contrat est, trop important, pour ce qu'il apporte et encore, enfin, on parle d'un je veux dire, il a pas acheté les gens pour qu'ils leur donnent 4 titres de DPOY, on est d'accord? C'est pas non plus un hasard qu'il en ait 4. Il a contribué à les amener jusqu'en finale. Alors oui, dans certaines situations, son apport est limité et peut-être que d'autres joueurs sont plus adaptés, mais je veux dire, il y a que les superstars de la ligue qui font, enfin, pour lesquels on peut dire que leur présence est nécessaire à chaque instant sur le terrain et qui sont adaptés à toutes les situations. Et encore, c'est même pas le cas pour toutes, mais donc oui, ok, si vous voulez qu'on dise que Rudy Gobert n'est pas un des 5 meilleurs joueurs de la ligue et pas une ultra superstar de la ligue, pas de problème, mais voilà, je trouve c'est fou comment les propos sont rarement mesurés en fait, tu sais, que ce soit dans les commentaires ou dans l'analyse. Nous ici, on dit pas, Ouah, c'est incroyable, c'est le plus grand joueur de tous les temps, meilleur joueur de machin, mais juste c'est tellement virulent parfois que c'est toujours assez bon, assez étonnant et ouais, un peu fatigant vu de l'extérieur parce que voilà, ça reste incompréhensible. Bon, de toute façon, à mon avis, avant le début de la saison, il y aura d'autres propos encore sur lui sur lesquels on devra revenir et pour on nous dira qu'on défend son honneur et machin. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est juste que
c'est un peu étonnant, d'autant que Derek Lively qui a été énorme hein, sur la saison, il n'y a pas de souci, et même en playoff. Sur la finale, c'était pas le joueur le plus adapté forcément sur le terrain. Et les 2-3 premiers matchs, dans mon souvenir, c'était compliqué. Même ses passages sur le terrain étaient nettement moins probants que un peu plus tôt dans la saison. Voilà. Ouais, c'est clair. Et juste une chose pour finir quand même sur Rudy Gobert là. On se rappelle tous l'image où il défend sur Luka Doncic, il se fait scorer et derrière tous les gens qui disent ah bah c'est ça ton meilleur défenseur de l'année. Donnez-moi un mec qui a été défenseur de l'année et qui a pu cadenasser Jordan, qui a pu cadenasser Magic Johnson quand il était dans son prime, qui a pu cadenasser Larry Bird, qui a pu cadenasser Kobe. Il y en a pas en fait. Ouais. Il y en a jamais en fait. Si c'est pas parce que t'es le meilleur défenseur de l'année que tu vas pouvoir passer les menottes à un mec qui est dans le top 5 de la NBA. Ça existe pas en fait. Donc ce truc-là, je le trouve absurde. Et notamment Shaq qui avait mené le combat là-dessus. Allez regarder des vidéos de Hakeem Olajuwon qui défonce Shaq, David Robinson, Patrick Ewing. Patrick Ewing et David Robinson, deux des meilleurs pivots défensifs de tous les temps, qui sont dans les deux des meilleurs pivots défensifs, ou même Alonzo Mourning. Il y a personne qui derrière qui a dit ah c'est des arnaques, c'est pas des si bons défenseurs que ça. Non, c'est juste que Hakeem Olajuwon, tu pouvais rien faire contre lui. Et c'est un petit peu la même chose avec Rudy au bout du compte. Et en fait, on en revient toujours à la même chose, c'est que comme il n'a pas un talent offensif à la hauteur de ses qualités défensives, eh ben on est plus facile. Enfin, j'ai l'impression que les gens ont plus facilement le réflexe de le pointer du doigt en disant ouais mais regardez en fait c'est pas un basketteur. C'est bref. Ouais. Je trouve que c'est une aberration, c'est fatigant, on reviendra pas, je pense, systématiquement s'il y a d'autres pics. Encore, comme tu disais, Rudy a pas besoin de nous, mais ça continue quand même à me faire un petit peu. Je trouve ça incompréhensible en fait, tout simplement. Pareil. Voilà. Pareil. Voilà, on va refermer là-dessus ce CQFR. On se retrouve dès demain pour la suite de nos analyses de l'actualité. En attendant, n'hésitez pas à aller sur Basket Session au-delà des news. C'est vrai qu'on oublie un petit peu parfois de le mentionner, mais aussi des articles de fond, d'analyse. Shai, notamment, t'en as fait un sur cette semaine sur les principaux prospects à suivre pour la draft 2025. Vous pouvez trouver ce genre de choses. Vous pouvez trouver aussi vos propres sessions que vous pouvez créer sur notre site Basket Session. Certaines sont mises en avant quand vraiment il y en a qui nous tapent dans l'œil. Voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça et puis on vous dit à très vite. Ciao à tous. Ciao.